à Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans votre magazine à Paris, numéro 78 pour le printemps 2022. À la une, notre dossier consacré aux bibliothèques, du livre à la réalité virtuelle. À Paris, l'éditorial. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. À Paris, on lit. Qui que vous soyez, qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout, disait Victor Hugo. C'est pourquoi les livres sont partout à Paris, à portée de tous les lecteurs, des bibliophiles et des amoureux des mots, grâce au dynamisme de nos bibliothèques et de nos médiathèques aux quatre coins de la capitale. Ces lieux, bien au-delà de permettre aux Parisiennes et aux Parisiens d'emprunter des livres, des jeux, des films, sont aussi des lieux de rencontre pour échanger, débattre, apprendre, suivre des ateliers et des conférences. Les bibliothèques et les médiathèques jouent un rôle essentiel dans chaque quartier. Tout le monde, quel que soit son âge, son handicap, ses ressources, peut profiter d'une offre riche et diverse et trouver son bonheur. À la pointe de l'innovation, bibliothèques et médiathèques ont su aussi s'adapter pour accueillir quantité d'événements et encourager les Parisiennes et les Parisiens à se former pour mieux maîtriser les nouvelles technologies. Parce qu'elles font partie de nos vies, tout simplement, elles méritaient bien un numéro d'À Paris. Bonne lecture. Ça c'est Paris, bijou architectural méconnu au cœur de la capitale. La poste du Louvre n'était jusqu'à présent accessible au public que pour son historique bureau de poste. Après 7 années de travaux, ce vaste îlot immobilier rouvre ses portes, métamorphosé tant dans son esthétique que par son ouverture à de nouveaux services. Restaurants, hôtels et autres boutiques animeront désormais le lieu. Au sommaire de votre magazine à Paris, numéro 78 pour le printemps 2022. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Paris Express, donnez votre avis sur la ville de demain. En terrasse, l'été dure 7 mois. Violences sexistes et sexuelles, les étudiants et étudiantes, écoutez. Focus, Jeux Olympiques 2024, joue-la comme Paris. Comment préserver la beauté de Paris pour des rues plus propres, des experts sur tous les fronts. Grand angle, du livre à la réalité virtuelle. On trouve de tout à la bibliothèque. Les bibliothèques à la page du numérique, 5 rendez-vous à ne pas manquer. Au rayon jeunesse, on cultive la curiosité. Petites et grandes histoires d'une bibliothèque d'exception. Découverte des trésors archéologiques précieusement conservés. Les petites cantines, la bonne recette pour créer du lien social. Du champignon au millefeuille, les incontournables de la gastronomie parisienne. Proposer plus de services et de nature en ville. Tribune, bon plan. Paris Express, donnez votre avis sur la ville de demain. Jusqu'au 1er avril, une concertation est ouverte sur le projet d'aménagement et de développement durable de la capitale, clé de voûte du futur plan local d'urbanisme, le PLU. Les Parisiens sont invités à se prononcer sur ce document qui donnera le ton de l'aménagement de la ville dans un futur proche. Parmi les grands sujets, la place de la nature en ville, la réduction de l'empreinte carbone, la santé environnementale, le logement ou encore la transformation du bâti. Participez sur id.paris.fr. 470 000 curieux sont venus découvrir le musée Carnavalet en 2021 qui a rouvert à la fin du mois de mai dernier. Une exposition y célèbre jusqu'au 10 avril 2022 les 150 ans de la naissance de Marcel Proust. Bon anniversaire Molière. L'année théâtrale est marquée par la célébration du 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Né le 15 janvier 1622 à Paris et mort en 1673, quelques heures après avoir tenu le rôle du malade imaginaire, le dramaturge français fut un grand créateur et un fin observateur de son époque. À l'occasion de cet anniversaire, la Comédie Française, dite Maison de Molière, lui consacre une saison exceptionnelle jusqu'au 25 juillet, où l'intégralité ou presque de son répertoire sera jouée. Une semaine de lutte contre les discriminations raciales. La semaine parisienne de lutte contre le racisme et l'antisémitisme se tiendra du 19 au 26 mars, tandis que la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale aura lieu le 21 mars. L'implication de nombreux acteurs associatifs, éducatifs, institutionnels et économiques du territoire parisien et métropolitain a permis d'élaborer un programme ponctué de rencontres et de débats afin de mieux lutter contre toute forme de discrimination raciale. Plus d'infos sur paris.fr/
Que faire ? Vaccination, comment Paris s'est organisé ? Cet hiver, 24 centres de vaccination ont été installés sur le territoire parisien afin de lutter contre l'accélération de la pandémie due au variant Omicron. 15 d'entre eux disposaient de fils pédiatriques pour vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans, à risque ou non. Cette logistique a permis de se protéger individuellement et collectivement, de faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie. Plus d'infos sur paris.fr/vaccination Covid. 1 415 400 procès-verbaux ont été dressés par les agents de la direction de la police municipale et de la prévention en 2021. Derrière chaque procès-verbal se cachent des infractions au code de la route ou des incivilités comme le stationnement gênant, le non-respect des zones piétonnes, les dépôts sauvages d'ordures ou encore les jets de mégots sur la voie publique. En terrasse, l'été dure 7 mois. Les terrasses jusque-là appelées éphémères deviennent estivales pendant 7 mois dans l'année, du 1er avril au 31 octobre. Ces extensions sont soumises à autorisation et doivent respecter les obligations fixées dans le règlement des étalages et des terrasses. Elles peuvent s'installer devant les commerces, sur les places de stationnement, les trottoirs, les terre-pleins, les placettes et les rues temporairement piétonnisées, avec des limites d'implantation et des restrictions. Plus d'infos sur paris.fr/terrasse au pluriel, -du-6 estival au pluriel. Coup de jeune pour la piscine Bernard Lafay. La piscine Bernard Lafay, dans le 17e arrondissement, a rouvert ses portes en décembre 2021 après avoir rénové ses locaux. Nouveau hall d'accueil, vestiaires remis à neuf et réaménagés, baies vitrées remplacées et solarium modernisé. Riverains et sportifs peuvent de nouveau profiter de l'équipement, ouvert tous les jours, avec des plages horaires grand public. 2 millions d'euros ont été investis pour cette rénovation. Consultez les horaires grand public sur Paris.fr. Rue de Trévise, 20 millions d'euros pour les victimes. Le 12 janvier 2019, une explosion rue de Trévise dans le 9e coûtait la vie à 4 personnes et en blessait plusieurs dizaines d'autres. Le lundi 17 janvier, un conseil de Paris extraordinaire a entériné le provisionnement d'une somme de 20 millions d'euros pour le financement du dispositif d'indemnisation des victimes. Relevez le défi du marathon de Paris. Au départ de l'Arc de Triomphe, des milliers de coureurs sont attendus le dimanche 3 avril pour avaler les 42,195 km du marathon de Paris. Concorde, Aubert-à-Garnier, Bastille, Notre-Dame, Tour Eiffel. Le parcours fait défiler les plus beaux monuments de la capitale. Les moins affûtés préféreront encourager les marathoniens sur le bord du parcours dans une ambiance exaltante ou peut-être s'essayer à une des courses plus accessibles organisées au printemps dans Paris. Rendez-vous sur paris.fr/quefaire. Les inscriptions se font jusqu'au 27 mars sur le site www.schneiderelectricparismarathon.com. Service funéraire, des démarches facilitées. Le saviez-vous, il existe un service funéraire public composé de 14 agences présentes dans toute la ville. Joignables et disponibles en permanence, elles accompagnent les familles endeuillées et facilitent les démarches pour l'organisation des obsèques dans le respect des convictions de chacun. Toutes pratiquent des prix fixes votés en Conseil de Paris. Elles proposent également des services gratuits comme l'envoi de faire-part, la mise en ligne de livres de condoléances numériques et le traitement de courriers administratifs. Toutes les informations sur www.servicefunéraire au pluriel.fr. Les bouquinistes sont un symbole majeur de Paris, unique au monde. Depuis 450 ans que nous occupons le terrain, on se complète, chacun à sa spécialité. Ces mots sont ceux de Jérôme Calais, président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. L'histoire de Notre-Dame en réalité virtuelle. Jusqu'au 3 avril, l'exposition Éternelle Notre-Dame retrace l'histoire de la cathédrale parisienne, de sa construction au Moyen-Âge jusqu'à nos jours, à l'espace Grand Arche de la Défense. Cette visite immersive et virtuelle nous livre les secrets du monument et rend hommage aux personnages qui ont marqué son histoire. Un espace de 500 mètres carrés accessible gratuitement permet aussi de découvrir les coulisses de son chantier de restauration. À savoir, cette expo prendra ensuite place à la Conciergerie sur l'île de la Cité, puis sur le parvis de Notre-Dame cet automne. Violences sexistes et sexuelles, les étudiants et étudiantes écoutés. La Maison des initiatives étudiantes de la ville de Paris, l'AMIE, propose une cellule d'écoute pour les étudiants et étudiantes victimes de violences sexistes et sexuelles en partenariat avec l'association
Elles imaginent. Des psychologues spécialisés dans les psychotraumatismes offrent écoute et conseils, tandis que des avocats proposent un accompagnement juridique, avec ou sans rendez-vous le mardi de 16h à 20h à la MIE Labo 6, 76 bis rue de Rennes dans le 6e arrondissement, le jeudi de 14h à 18h à la MIE Bastille, 50 rue des Tournelles, Paris Centre. Pour la prise de rendez-vous par mail, cellule d'écoute tout attaché, @ellesimagine au pluriel.fr. À Paris, l'Europe a son conseil. Le Conseil parisien des Européens se mobilise auprès des élus comme des citoyens pour mieux faire connaître l'Union européenne. Ses membres, originaires des 27 pays de l'UE, s'emploient à décliner la question européenne sous toutes ses formes. Débats, rencontres, cinéma, gastronomie et jeux de piste sont au programme de l'année 2022, alors que la France a pris la présidence de l'Union européenne au premier semestre. Tout le programme est à retrouver sur paris.fr/quefaire. 40 renards roux vivent aujourd'hui dans les bois de Boulogne et de Vincennes, à l'est de Paris et le long de la Petite Ceinture. Mulots, souris ou petits oiseaux leur procurent de la nourriture en quantité suffisante. La francophonie à l'honneur. En mars, le mois de la francophonie célèbre la diversité culturelle et historique de la langue de Molière. Spectacles, conférences et débats, les bibliothèques et les établissements culturels inviteront chacun à questionner la francophonie contemporaine. Une grande dictée en partenariat avec le rectorat sera organisée pour des classes de CM2 autour du thème du Québec. Aujourd'hui, 235 millions de personnes ont le français en partage. Retrouvez le programme sur paris.fr/quefaire. Mais que fait quelle police ? La police municipale parisienne assure des missions de prévention et de sécurisation complétant les missions de la police nationale. Je suis témoin ou victime d'une agression. Je contacte la police nationale. Je subis des nuisances sonores provoquées par une activité professionnelle, intérieure ou extérieure, par le comportement d'un individu sur l'espace public, dans un jardin ou un équipement municipal. Je contacte la police municipale. Je subis des nuisances sonores provoquées par des sons amplifiés provenant d'un espace professionnel, ouvert ou fermé, par un particulier dans une habitation ou par un événement sur la voie publique. Je contacte la police nationale. Je suis face à un stationnement gênant. Je contacte la police municipale. Je suis une personne fragilisée. SDF, migrants, personnes handicapées, âgées, etc. Et j'ai besoin d'aide, mise à l'abri, soins, etc. Je contacte la police municipale. Je constate des dépôts sauvages, ponctuels ou réguliers. Je signale via l'application Dans ma rue. Je suis victime d'un cambriolage. Je contacte la police nationale. Pour contacter la police municipale parisienne, c'est le 39 75, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour contacter la police nationale, c'est le 17, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 également. La police municipale parisienne peut également sanctionner les usagers se rendant coupables d'un délit, incivilité, épanchement d'urine, jet de mégots, vandalisme, etc. 135 €. Infraction routière, usage interdit des voies de bus, des pistes cyclables, des trottoirs, refus de priorité, port d'écouteurs à vélo ou à trottinette, 90 €. Circulation en voiture dans Paris entre 8h et 20h sans vignette critère valable. Amende d'un montant de 68 €. Pour en savoir plus, www.certificat-du6r.gouv.fr. Focus, joue-la comme Paris, le sport une parade contre l'échec scolaire. Porté par l'élan olympique des Jeux de 2024, les initiatives parisiennes se multiplient pour faire du sport un outil de réussite éducative et de lutte contre le décrochage scolaire. Joue la sportive. Concentration, investissement, action, réaction. Autant de qualités requises pour réussir dans le sport comme à l'école. Plusieurs clubs et associations l'ont compris. Dopés par la perspective olympique de 2024, ces structures développent des initiatives qui visent à faire du sport le moteur de la réussite éducative pour les élèves en difficulté scolaire. Thomas Fioretti, encadrant du cercle d'escrime franco-cubain, le CEFC, en est persuadé. L'escrime est un sport de concentration et d'engagement qui peut aider les élèves à la personnalité introvertie et qui permet de canaliser les plus turbulents. Fort de 250 membres, le CEFC est l'un des plus gros clubs d'escrime de Paris. Il a développé le projet En Garde, prêt, aller, qui accompagne une fois par semaine des groupes de 6e et de 5e
en difficulté scolaire dans chacun des 3 collèges du 20e arrondissement. Nous utilisons les vertus de l'escrime pour valoriser les jeunes et leur apprendre des compétences psychosociales, autodiscipline, gestion du stress, concentration, qui vont leur servir dans leur vie scolaire, précise Frédéric Medeiros, secrétaire bénévole du CEFC. Cet engagement illustre aussi l'héritage que nous souhaitons laisser au-delà des Jeux de 2024. Nous sommes convaincus que tout le monde peut pratiquer ce sport, quel que soit son milieu social, poursuit Thomas Fioretti. Car malgré les performances tricolores aux Jeux, plus de 120 médailles ont été récoltées depuis que cette discipline est olympique, l'escrime reste méconnue des plus jeunes. Jouent là ensemble dans le 18e arrondissement le Paris Basket 18, le PB18, club emblématique qui a formé 4 joueuses actuellement en équipe de France, dont la meneuse de l'équipe tricolore Olivia Epoupa s'illustre aussi par son engagement envers les jeunes. En novembre 2020, le club a lancé le projet Sport Scolarité Succès qui bénéficie à 35 élèves de CM1 et CM2 de l'école Jean-François Lépine dans le 18e. Pour Agnès Sylvestre, la directrice du PB18, cette initiative vise à amener les plus jeunes à mieux respecter les règles de l'école et aider ceux en difficulté par le biais du sport. Des ateliers sportifs sont organisés, mais pas seulement. D'autres proposent de découvrir des métiers grâce à l'intervention de professionnels. On a reçu des ingénieurs, des réalisateurs ou encore des infirmières. Un atelier de philosophie pratique a même été mis en place pour apprendre aux enfants à débattre, à donner leur avis et leur donner goût à l'école. À l'échelle de la ville, le dispositif Action Collégien intervient par ailleurs dans 39 collèges parisiens, par le biais notamment d'associations sportives pour aider les jeunes en difficulté. Le Sporting Club Universitaire de France, le SCUF Rugby, accompagne dans ce cadre 45 élèves de 6e et 5e du collège Gérard Philippe dans le 18e, membres de la section sportive de l'établissement. Tous bénéficient de 2 heures de soutien hebdomadaire en plus des entraînements de la section sportive et des entraînements et matchs du club. Quelques mots d'Olivia Epoupa, meneuse de l'équipe de France de basketball formée au Paris Basket 18. Le sport peut amener des valeurs positives à tous les élèves, telles que la discipline, la rigueur, l'écoute, la persévérance et la confiance en soi, et pas seulement à ceux qui sont fragilisés dans leur parcours scolaire. Joula pionnière. D'autres initiatives proposent des solutions innovantes. À Paris, 3 plateformes accueillent des élèves qui ont été exclus temporairement de leur établissement. Ce projet, intitulé Sport et décrochage scolaire, permet à ces collégiens en difficulté de participer à de nombreuses activités sportives ou de culture sportive. Parmi les initiatives, celle de l'association Socio-Solidaire, SOSO, qui intervient auprès d'adolescents du centre Pathé dans le 13e. Elle leur propose des séances hebdomadaires et interactives, des quiz de culture générale, des ateliers vidéo et même une vraie fausse conférence de presse d'après-match pour s'initier au journalisme sportif. On s'appuie sur la culture sportive pour parler à des adolescents en difficulté et leur redonner confiance en eux, explique Brieux Ferraud, président de Soso, qui compte aussi sur les Jeux de Paris 2024 pour captiver son auditoire. On leur montre que les Jeux seront l'occasion de découvrir de nouveaux sports, de nouvelles cultures et que le sport permet de se réaliser professionnellement sans forcément devenir un sportif de haut niveau. Toutes les enquêtes, portraits, reportages sur les Parisiennes et Parisiens qui font bouger les lignes et les Jeux à Paris sont à retrouver sur paris.fr/jeux au pluriel 2024. Génération 2024. Génération 2024 est le programme éducation des Jeux de Paris 2024. Il rassemble les différentes actions qui contribuent à l'héritage des Jeux. Plusieurs dispositifs y sont intégrés. Le label Génération 2024 pour les établissements scolaires, la semaine olympique et paralympique ou encore les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Génération 2024 offre également une plateforme gratuite dédiée à la communauté éducative. On y trouve des ressources pédagogiques en lien avec les Jeux, des éléments d'éducation par le sport ou encore des outils pour favoriser la pratique d'une activité physique quotidienne. Rendez-vous sur le site génération.paris2024.org. Comment préserver la beauté de Paris ? Une démarche intitulée Manifeste pour la beauté de Paris vise à concilier fidélité patrimoniale et transition écologique. On fait le point sur les actions lancées en 2022.
Remplacer le mobilier inesthétique et inutile. Des bancs en granit vont être progressivement installés sur tout le territoire parisien. Tous les mobiliers désuets ou inutiles seront également supprimés dans le cadre de la démarche Embellir votre quartier, méthode qui consiste à regrouper les travaux d'un quartier dans une période resserrée. Préserver le mobilier historique, un recensement du mobilier urbain patrimonial sera achevé au premier trimestre 2022, un outil complémentaire de l'Atlas du mobilier de l'atelier parisien d'urbanisme, l'Apur, paru en mars. Quant au mobilier Second Empire, il sera davantage protégé grâce à la révision du plan local d'urbanisme bioclimatique. Pérenniser les coronapistes. La pérennisation des pistes cyclables provisoires créées à la sortie du confinement se poursuit. 17 kilomètres ont déjà été installés et 35 le seront cette année. Fini le marquage jaune au sol, celui-ci sera supprimé et remplacé par des balisettes noires et des modèles de glissières en béton armé plus discrètes. Végétaliser et habiller les pieds d'arbres. Dans le cadre des campagnes annuelles d'abattage et de plantation de nouveaux arbres, Paris va désormais habiller les espaces qui les entourent d'un pavage enherbé avec des pavés réemployés. Les pieds d'arbres faisant l'objet d'un permis de végétaliser qui découle sur une vraie prise en charge ne sont toutefois pas concernés par cette démarche. Une fois que la croissance de l'arbre arrive à terme, une grille d'Aviou, mobilier urbain du Second Empire, sera installée. Lutter contre les incivilités. La lutte contre l'affichage sauvage a été renforcée. 1600 amendes ont été dressées en 2021 pour un montant de 970 000 euros. Le budget de dégraffitage a été doublé sur la même période. Par ailleurs, dans le cadre d'une délégation de compétences aux maires d'arrondissement, notamment en termes de propreté, une meilleure gestion de proximité est désormais organisée. Enfin, un travail conjoint avec la procureure de Paris va permettre d'identifier les multirécidivistes. Plus d'informations sur la démarche paris.fr/embellir-du-6 quartier. Pour des rues plus propres, des experts sur tous les fronts. Des responsables propreté sillonnent les quartiers à la chasse aux détritus, dépôts sauvages et autres salissures. Mis en place de façon expérimentale, puis pérennisée, le nouveau métier de ces agents de proximité municipaux se découpe en 3 volets. Arpenter le quartier. Missionnaire responsable propreté de quartier, Jean-Claude Bouillot marche près de 12 kilomètres par jour dans les rues des Batignolles, dans le 17e arrondissement. Comme Vincent Chétoigny, nommé à l'automne dans le secteur Anvers, dans le 9e, il passe les rues de sa zone au peigne fin. Dans son viseur, les détritus, salissures, dépôts sauvages, dégradations au sol, graffitis, signalisation routière défectueuse ou tout autre problème sur l'espace public. Le nouveau pacte de proximité adopté le 18 novembre 2021 attribue aux maires d'arrondissement plus de responsabilités en matière de propreté et leur donne les moyens d'agir avec l'arrivée des 17 premiers responsables de quartier, soit un par arrondissement. Dialoguer sur le terrain, nous sommes des agents de proximité, nous dialoguons beaucoup avec les riverains, commente Vincent Chétoigny. Il m'arrive d'interpeller certains commerçants sur leurs obligations concernant les déchets, des entrepreneurs qui laissaient les gravats dans la rue ou des gardiens qui ne respectaient pas les horaires de ramassage des bacs. Durant leur tournée, les référents s'appliquent à vérifier que les requêtes ont bien été réalisées. Au fait de l'organisation municipale, ils peuvent affecter les demandes aux bons interlocuteurs, qu'il s'agisse d'agents du service de la propreté, de la voirie, des espaces verts et de l'environnement ou de la police municipale. Signalés sur l'appli Dans ma rue. Reconnaissables à leur gilet orange, Jean-Claude et Vincent ont pour outil de travail principal leur smartphone, plus particulièrement l'application Dans ma rue. Lors de leur tournée, ils prennent en photo les anomalies et envoient un signalement sur l'appli. Celles-ci sont traitées notamment par Urgence Propreté, un service de 21 équipes mobiles parées pour agir sur tout type de malpropreté. Les planches, meubles, canapés ou matelas laissés sur la voirie sont ceux que je signale le plus. Des riverains abandonnent encore leurs objets alors que nous disposons d'un service d'enlèvement des encombrants, se désole Jean-Claude, que l'on peut solliciter en quelques clics sur téléservice au pluriel.paris.fr/ramen RAMEN. À Paris, le dossier. Grand angle du livre à la réalité virtuelle. Il n'y a pas que les livrophiles accomplis qui aiment pousser les portes des bibliothèques. Temples de la littérature, elles ont aussi su séduire les amateurs de musique, celles que l'on écoute ou celles que l'on joue, ont mis un pied dans le monde hallucinant de la réalité virtuelle et il paraît même qu'elles ont la main verte.
On trouve de tout à la bibliothèque. Envie de vous mettre à la musique en 2022 ou au jardinage, gamer sans herbe ou confirmé, vous voulez tester de nouveaux jeux vidéo ou de société. Ayez le réflexe bibliothèque. Au nombre de 74 dans la capitale, elles ont su diversifier leurs offres culturelles pour aller au-delà des apparences. 58 bibliothèques de prêt, 16 patrimoniales et spécialisées, 1,1 million d'emprunts chaque mois et quelques 10 millions de documents conservés, des chiffres à faire tourner la tête des bibliophiles, qu'on ne s'y trompe pas. Les visiteurs n'y viennent plus seulement pour assouvir leur soif de lecture, mais aussi pour découvrir de nouvelles façons d'aborder la culture par le biais d'activités variées et bien entendu toujours gratuites. Votre enfant veut se mettre à la musique, mais faute de matériel et de place à la maison, vous baissez les bras. Sachez que le manque d'espace ou de moyens n'est plus un obstacle à l'apprentissage ou au perfectionnement d'un instrument de musique. 6 bibliothèques proposent désormais d'emprunter des instruments à cordes ou à vent dans les 5e, 12e, 13e, 15e et 20e arrondissements. Et pour apprendre de nouveaux morceaux, direction la médiathèque musicale de Paris, dans Paris Centre, où vous trouverez des partitions et des méthodes adaptées. Vous avez la main plus verte que musicale, direction l'une des 9 grainothèques qui ont essaimé sur le territoire parisien, à Paris Centre, dans le 9e, 11e, 13e, 15e, 18e et 20e arrondissement. Le principe, collectez des graines issues de vos propres plantes et échangez-les. Pour avoir de la verdure plus rapidement, tournez-vous vers la bouturothèque de la bibliothèque Louise Michel dans le 20e et troquez vos boutures contre de nouvelles plantes en devenir. Une vingtaine de bibliothèques proposent également d'emprunter des jeux de société, consoles de jeux et jeux vidéo. Les amateurs peuvent aussi en profiter sur place dans des espaces de convivialité aménagés. Certaines, comme les bibliothèques Vaclav-Havel dans le 18e et Marguerite Yourcenar dans le 15e, ont des salles dédiées pour jouer à la PlayStation, la Wii, la Switch ou Xbox. Seuls ou entre amis, des tournois, des conférences et des ateliers sont aussi organisés et donnent l'occasion de se rencontrer entre passionnés. Face à une offre très variée, le visiteur occasionnel pourrait se sentir dépassé. Les différents prix et coups de cœur des lecteurs, comme des bibliothécaires, l'aideront sans aucun doute à s'orienter. Tous les ans, au mois de juin, le prix des lecteurs récompense un auteur ou une auteure pour une œuvre parue au cours de l'année. 2 autres prix, les Mordus du manga et les Mordus du polar, récompensent annuellement les nouveautés les plus populaires. Quant aux bibliothécaires, ils élisent en décembre leur coup de cœur dans différentes catégories: fiction, documentaire, cinéma, musique, jeunesse et numérique. Il ne reste plus qu'à se laisser guider vers de nouvelles découvertes, parfois inattendues. Certaines bibliothèques se mettent même à la réalité virtuelle ou à l'impression 3D. On vous l'a dit, on trouve de tout dans les bibliothèques, surtout de quoi booster son imagination et sa créativité. La culture et le handicap, que l'on soit porteur d'un handicap physique ou mental, ne doit pas empêcher de profiter de toutes les ressources des bibliothèques. L'accueil et l'offre s'adaptent au plus grand nombre à travers des pôles sourds à Paris Centre, dans les 6e, 9e, 12e et 19e arrondissements, des pôles déficients visuels dans les 15e et 20e et plus de 40 bibliothèques accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les bibliothèques viennent à vous. Avec Portage, les personnes à mobilité réduite sont mises en relation avec des volontaires en service civique. Ces derniers vont et viennent chargés de livres, revues, bandes dessinées, livres audio entre les bibliothèques et le domicile des bénéficiaires du service. Pour s'inscrire, il suffit de contacter la bibliothèque de son quartier par téléphone. Plus d'infos sur bibliothèqueauppluriel.paris.fr/portage.aspx. Quelques photos illustrent ces pages. Des espaces jeux originaux ont investi les bibliothèques pour conquérir un public toujours plus jeune. On peut utiliser une imprimante 3D à la bibliothèque Robert Sabatier, comme ici dans le 18e. Environnement de travail adapté, comme ci-dessus à la bibliothèque Robert Sabatier, encore dans le 18e, ou lecture pour enfants à la médiathèque André Chédid dans le 15e. Il n'y a pas d'âge pour pousser les portes d'une bibliothèque. Plusieurs bibliothèques proposent aussi l'usage gratuit, voire l'emprunt d'instruments de musique. Enfin, fans de manga ou de BD, vos ados ou vous-même seront comblés avec ces espaces aménagés. Les bibliothèques à la page du numérique. Les salles de lecture s'adaptent à l'ère du temps et proposent désormais à leurs lecteurs des livres numériques et autres imprimantes 3D.
du 9 au 30 avril. Un festival baptisé NUMOC présente même les dernières inventions en la matière. Une bibliothèque à emporter, mettre tous les livres d'une bibliothèque dans un petit appareil de seulement 4 gigaoctets, réunis au sein d'une même institution, 15 000 livres téléchargeables et 200 livres audio constituent le cœur même de la bibliothèque numérique. Pour en profiter, il suffit d'être muni d'une carte de prêt valide. Sous la forme d'une petite tablette, la liseuse regroupe tous les ouvrages téléchargeables, littérature étrangère, romans policiers, bandes dessinées. Et pour ceux qui préfèrent rester chez eux, les ouvrages sont aussi disponibles en ligne sur le site des bibliothèques. Des ateliers pour se sentir à l'aise. Pour Mathilde Servet, chargée de mission services innovants, il n'est pas question d'avoir 3 trains de retard. Les 66 bibliothèques se sont donc mobilisées et ont créé des ateliers d'initiation sur mesure. Le numérique dit essentiel et celui plus développé. De l'appel vidéo Skype à la sécurisation des données en ligne, ces séances ont pour but d'aider les gens à se sentir à l'aise avec le numérique, les plus jeunes comme les seniors. Pour les confirmer, les offres se sont diversifiées avec des imprimantes 3D, des machines à coudre. Certaines bibliothèques, comme Marguerite Yourcenar dans le 15e, se sont même dotées de casques de réalité virtuelle. NUMOC, Festival des cultures numériques. Au Festival NUMOC, les maîtres mots sont bidouillés, découvrir, partager. Créé par le réseau des bibliothèques, ce festival entièrement gratuit a lieu du 9 au 30 avril. Cette 7e édition accueille une centaine d'événements, parmi lesquels des conférences sur les fake news, des ateliers de création de dessins animés et de robots, des expositions en réalité virtuelle. Par ce moyen, les bibliothèques que Mathilde Servet désigne comme les maisons des savoirs ont pu attirer un nouveau public. L'idée du festival est de permettre à n'importe qui de se familiariser avec ce monde. Souvent, par le biais des enfants, les adultes découvrent le côté ludique du numérique. Loin d'une vision parfois truquée sur cet univers geek, le festival permet de porter un nouveau regard sur le numérique et les possibilités qu'il offre. 800 ordinateurs sont disponibles en libre service dans les bibliothèques et médiathèques. Les postes sont accessibles 15 minutes pour les non-inscrits et 2 heures par jour pour les détenteurs d'une carte. 5 rendez-vous à noter dans votre agenda. Au-delà de leur mission de prêt, les bibliothèques et les médiathèques parisiennes sont d'authentiques lieux de vie culturelle. Expos, rencontres, conférences, elles proposent tout au long de l'année une programmation variée d'événements et d'activités. Présentation de 5 temps forts à ne pas manquer ces prochains mois. Le 19 mars, rencontre. Le prix des lecteurs et lectrices des bibliothèques de la ville de Paris est décerné chaque année à un premier roman francophone. Lauréat en 2021 pour Ce qu'il faut de nuit, Laurent Petit-Mangin participera à une rencontre à la médiathèque Jean-Pierre Melville dans le 13e arrondissement le 19 mars. Il y présentera Ainsi Berlin, second roman qui confirme son talent pour sonder l'âme humaine. Le 26 mars, Mordu de Polar, créé en 2004, le prix Les Mordus du Polar propose de découvrir chaque année une sélection de 4 romans de littérature policière jeunesse. Une rencontre avec les auteurs sélectionnés aura lieu le 26 mars à la médiathèque de la Canopée, à Paris-Centre. Les jeunes de 11 à 14 ans seront ensuite invités à voter pour leur titre préféré. Remise du prix le 2 avril. Du 9 au 30 avril, festival. Pour sa 7e édition, NUMOC met à l'honneur 2 univers, le monde des Fab Labs et celui de la réalité virtuelle. Plus d'une centaine de rendez-vous, ateliers, conférences, expositions seront proposés du 9 au 30 avril dans plus d'une vingtaine de bibliothèques. Une programmation conçue autour de rencontres, de séances de réalité virtuelle et de réalité augmentée et d'une offre originale d'ateliers numériques pour le public jeunesse. Jusqu'en juin, conférence. Les villes d'Europe du Nord ont la réputation d'être attrayantes, de laisser aux citoyens de l'espace et une liberté d'initiative importante. Écologie, petite enfance, inclusion. Jusqu'en juin 2022, les bibliothèques parisiennes proposent un cycle de conférences pour comprendre ce qui distingue ces villes, en quoi il y fait bon vivre. Du 22 mars au 16 juillet, exposition. La bibliothèque Forney, Paris-Centre, accueillera une exposition consacrée à Géo Fourier, 1898-1966. Peintre, illustrateur, graveur, Fourier exposa au Salon des artistes français dès 1923. Il créa aussi bijoux, pipes, cartes postales et modèles pour les faïences de Quimper, où il s'installa en 1928, y affûtant un regard à la fois de peintre et d'ethnologue.
Le Salon du Livre devient festival. Après 2 annulations, le Salon du Livre est de retour sous l'appellation du Festival du Livre de Paris, du 22 au 24 avril 2022. Durant 3 jours, avec le Grand Palais éphémère comme quartier général, ce nouveau festival investira des lieux emblématiques de Paris. Il s'ouvrira dès l'année prochaine à sa proche couronne. Plus d'infos sur www.sne.fr. Au rayon jeunesse, on cultive la curiosité. Avec plus de 2000 actions à destination des plus jeunes, de la petite enfance à l'adolescence, les bibliothèques sont sur le front pour capter un public qui a soif d'apprendre et pour remplir leur mission de transmetteurs culturels. Mais où sont les enfants? Ce mercredi après-midi, la section jeunesse de la bibliothèque Buffon dans le 5e est étrangement calme. Et pour cause, l'action se déroule dans l'auditorium quelques étages plus haut. Transformés en journalistes, les enfants doivent débusquer de fausses informations qui se sont glissées dans un magazine scientifique juste avant son impression. Cette animation est menée par Florent et Marie de l'Association française d'astronomie, l'AFA. L'animation s'adresse aux 9-14 ans. C'est une éducation à l'esprit critique pour les aider à démêler ce qu'ils peuvent lire dans la presse ou sur les réseaux sociaux, détaille Marie. Pour Florent, chercheur et bénévole de l'association, les enfants nous surprennent toujours. Ils savent déjà plein de choses. Cette curiosité, les bibliothèques cherchent à la développer toujours plus en diversifiant leurs offres d'animation culturelle, gratuites et pour tous les âges. Sur les 58 bibliothèques de près de la ville, 54 comptent un espace voué à la jeunesse et 150 bibliothécaires s'occupent de la conception de l'offre d'animation pour ce public. Les sections jeunesse sont pensées comme des lieux de vie et de partage, où le silence n'est pas exigé, bien au contraire, explique Fanette Brissot, chargée de l'action culturelle au bureau des bibliothèques de la ville. Nous voulons faire de la bibliothèque un lieu de découverte culturelle, au plus près des habitants. Chaque activité est une porte d'entrée pour donner envie d'aller vers les livres, bien sûr, mais aussi le théâtre, le cinéma, les musées. Des temps forts annuels sont organisés, comme la nuit de la lecture en janvier ou la fête de la science en octobre, mais tous les mercredis et les samedis, il se passe quelque chose dans les bibliothèques. À côté des clubs de lecture, des rencontres avec des auteurs, des ateliers bande dessinée et illustrations, des ateliers créatifs allant du dessin à la récup, des spectacles, des projections et des visites d'expositions sont aussi au menu. Les animations sont portées par des structures extérieures, des partenaires locaux ou les bibliothécaires eux-mêmes. Aucun d'entre eux ne manquerait de se transformer en conteur le samedi matin pour le rendez-vous avec les tout-petits de 0 à 6 ans, ou de se former à la langue des signes pour accueillir un public malentendant, comme Florence, responsable jeunesse à la bibliothèque Buffon. Nous nous formons en continu pour assurer nous-mêmes des animations. Ce sont des moments de partage avec les familles. C'est là que nous créons des liens. Si les enfants jusqu'à 10 ans sont faciles à capter, les bibliothèques ont aussi des atouts pour les adolescents. Chaque année, les prix littéraires des Mordus du Polar pour les 11-14 ans et des Mordus du Manga, 7-11 ans, 12-15 ans, 16 ans et plus, rencontrent un fort engouement. Les bibliothécaires continuent d'aller à la rencontre de ceux qui hésitent encore à pousser leurs portes en installant des aires de lecture et de jeux dans les parcs l'été, là, sous un beau soleil, qui n'aurait pas envie de se faire raconter une histoire ou de découvrir un livre auprès de ces magiciens de la transmission culturelle. Pour rappel, sur les 58 bibliothèques de près de la ville, 54 comptent un espace voué à la jeunesse. Soutien scolaire. 3 bibliothèques dans les 14e, 15e et 17e arrondissements proposent Coup de pouce, un service gratuit d'accompagnement aux devoirs pour les primaires et les collégiens par des volontaires en service civique. Un soutien scolaire est aussi proposé en ligne à tous les élèves du CP à la terminale et au bac pro, avec cours en vidéo, exercices et quiz interactifs, accessibles gratuitement avec son compte lecteur. Petites et grandes histoires d'une bibliothèque d'exception. La bibliothèque de l'Hôtel de Ville voit le jour en 1817, lors de l'incendie de 1871, durant les événements de la commune. Toutes ses collections partent en fumée, dont des ouvrages datant du Moyen-Âge. Elle compte aujourd'hui parmi ses richesses un important fonds étranger, fruit d'une politique d'échange initiée par Alexandre Vatemar, qui a vécu entre 1796 et 1864. Il était ventriloque et philanthrope.
Mémoire de l'administration parisienne. La bibliothèque de l'Hôtel de Ville répond à l'origine aux besoins des services de la préfecture de la Seine. C'est d'ailleurs Nicolas Frochot, premier préfet de la Seine, qui en est à l'origine, d'où le caractère quasiment encyclopédique de ses collections. Histoire, sciences sociales, droit, politique, économie, etc. Documents législatifs et réglementaires, statistiques ou encore bulletins municipaux y sont conservés. En mai 1871, la semaine sanglante oppose les communards aux Versaillais. L'hôtel de ville est incendié, la bibliothèque et l'état civil des Parisiens sont dévorés par les flammes. Toutes les collections disparaissent, sauf une, le Fonds américain, constitué de près de 14 000 publications officielles. Il avait été déplacé peu de temps auparavant dans une autre bibliothèque. Après l'incendie, l'hôtel de ville est reconstruit presque à l'identique et la bibliothèque voit sa surface augmenter pour atteindre 600 mètres carrés. D'apparence classique, elle est en fait très moderne. Son ossature est en métal à l'image de la tour Eiffel, mais elle est dissimulée par un coffrage de bois, tandis que les panneaux sont un trompe-l'œil en plâtre peint à l'imitation bois. Depuis 1985, la bibliothèque est officiellement ouverte au public. Chercheurs, étudiants, élus et services de la ville, mais aussi simples curieux, peuvent s'y rendre gratuitement. Il suffit de présenter un document d'identité pour obtenir une carte des bibliothèques parisiennes et venir consulter des ouvrages dans ce lieu chargé d'histoire. Certains documents exceptionnels y sont conservés. On peut y trouver une lettre de la plume de Louis XIII, 1601-1643, écrite à Christophe Sanguin, le prévôt des marchands, l'équivalent du maire de l'époque. Le roi enjoint au prévôt de se rendre à Saint-Germain-en-Laye pour y rencontrer des marchands de blé flamands. Découverte des trésors archéologiques précieusement conservés. Chargés des fouilles préventives lors de certains chantiers, les archéologues de la ville de Paris ont aussi pour mission de réaliser des études et de conserver les objets découverts. En 2021, ces réserves ont été installées sur un nouveau site près de la porte de la Chapelle dans le 18e. Rien ne semble plus opposé que l'architecture des lieux modernes et fonctionnels et les objets conservés sur place. Pour accueillir et protéger les trésors historiques de la ville de Paris, le pôle archéologique a investi un nouveau local en 2021 situé rue du Pré dans le 18e. Le déménagement a duré 1 an, le temps d'inventorier, de déplacer 6000 caisses remplies de céramique, tuiles lapidaires, objets métalliques et organiques, explique Julien Avinin, chef du pôle archéologique. Héritier de la commission du Vieux Paris créée en 1897 et chargé de préserver le patrimoine parisien, le pôle archéologique compte aujourd'hui 5 archéologues, une archéogéographe et une restauratrice. La visite se poursuit dans les différentes salles de lavage et stockage des vestiges. Ici, l'organisation ferait pâlir d'envie les adeptes d'un rangement parfait. Des étagères alignées supportent des piles de boîtes, chacune numérotée soigneusement selon la date de découverte et le numéro de chantier. D'autres boîtes plus petites sont conservées dans 2 pièces à atmosphère contrôlée pour une conservation optimale. On y trouve toutes sortes d'objets métalliques, comme des pièces de monnaie en bronze datant de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, ainsi que des restes humains ou d'animaux. Plus loin, les vestiges issus d'une nécropole mérovingienne côtoient des blocs récupérés lors de la restauration de la tour Saint-Jacques. On garde presque tout ce que l'on trouve sur les chantiers de fouilles, précise l'archéologue. Car si nous n'avons pas toujours la possibilité de mener des études exhaustives après les fouilles, nos rapports et inventaires peuvent être repris par des chercheurs ou des étudiants et nourrir la recherche, qui est l'une des vocations de ces réserves. Et qui sait, peut-être lever le voile sur l'identité des propriétaires des sarcophages mérovingiens. À noter, si les réserves ne sont pas ouvertes au public, il est possible de rencontrer l'équipe d'archéologues à l'occasion des Journées du patrimoine en septembre et des Journées de l'archéologie en juin. En photo ici, les nouvelles réserves archéologiques de la porte de la Chapelle dans le 18e qui abrite désormais les quelques 6000 caisses remplies de pièces en tout genre. Retrouvez la carte des fouilles réalisées depuis 170 ans sur paris.fr/archéologie. Aux petites cantines, une table solidaire pour créer du lien social. Les petites cantines, réseau de cantines de quartier, ont ouvert en novembre 2021 leur premier lieu parisien au 94 boulevard Vincent Auriol dans le 13e arrondissement.
les ingrédients de sa réussite, une cuisine participative, des repas à prix libre et une alimentation durable forcément. Simon est venu en voisin avec une recette d'Australie, son pays d'origine, un roulé de porc aux pommes caramélisées et fenouil. C'est une recette d'un restaurant très connu à Melbourne, explique-t-il à Kevin et Chloé qui cuisinent avec lui ce matin-là. Un déjeuner qu'ils partageront entre voisins puisque tous les habitants habitent le quartier. Non, nous ne sommes pas dans une émission télévisée célèbre, mais aux Petites Cantines de Paris, dans le 13e. Le restaurant fait partie du réseau du même nom, né à Lyon en 2016. Ces petites cantines sont des lieux souvent en pied d'immeuble et ouverts sur leur quartier. On est parti du constat que dans les grandes villes, on vit les uns sur les autres et pourtant il y a beaucoup de solitude. Avec la cuisine, on peut rassembler les gens autour d'une table et créer du lien, explique Alain, porteur du projet parisien. Le but est aussi de favoriser une alimentation saine et durable. Nous essayons de nous approvisionner dans des magasins en vrac et des magasins de produits locaux. Les petites cantines ont d'ailleurs été lauréates en 2021 de l'appel à projet parisien Alimentation durable et solidaire. Et c'est le GIE Paris Commerce qui leur a proposé ce local de Paris Habitat. Nous voulions un lieu avec un mélange de population. Ici, il y a des logements sociaux, des banques, la station F, des cadres, des personnes plus modestes, des entrepreneurs. Bref, des publics qui ne se rencontreraient pas forcément dans un autre cadre. Je suis entré par curiosité et aujourd'hui je passe régulièrement pour déjeuner ou juste aider, témoigne Daniel, retraité de l'Éducation nationale, ravi d'apporter son aide, même si c'est juste pour mettre la table. On fait des rencontres, on discute, il y a toujours une bonne ambiance. Prérequis pour pénétrer dans le lieu et intégrer la communauté, adhérer à l'association et s'inscrire chaque fois que l'on veut participer, histoire d'avoir une bonne organisation. Quant au tarif, le prix est libre. Nous avons un tarif indicatif, mais si on ne peut pas donner beaucoup, on peut compenser en aidant pour la cuisine ou le ménage, détaille Alain, pour qui le plus important est que les personnes se sentent à l'aise de venir. Et c'est manifestement le cas. Après 2 mois d'ouverture, l'association comptait déjà 400 adhérents. Les fontaines parisiennes reprennent des couleurs. Les fontaines font partie de l'histoire et du décor de Paris. Cette année, plusieurs d'entre elles se refont une beauté grâce à d'importants travaux de restauration. Étanchéité, réfection des bassins ou des systèmes hydrauliques, les fontaines parisiennes font peau neuve, à l'image de la fontaine Stravinsky. Réalisée en 1983, ce chef-d'œuvre de l'art décoratif est né du travail collaboratif de Jean Tinguely et de Niki de Saint-Phal, située près du centre Pompidou, Paris-Centre. Celle qu'on appelle aussi fontaine des automates évoque l'œuvre musicale d'Igor Stravinsky, compositeur russe du XXe siècle. Elle est composée de 16 sculptures en résine ou en éléments métalliques qui rendent hommage à l'œuvre du musicien. Mécanisées, noires ou colorées, ces sculptures sont animées par des jets d'eau. Vieillissantes, elles font l'objet d'importants travaux de rénovation en 2022, rénovation du système hydraulique, étanchéité du bassin et restauration des sculptures. Située à l'angle de la rue Molière et de la rue Richelieu, Paris-Centre, la fontaine Molière est l'œuvre de l'architecte Louis Visconti qui réalisa également la fontaine de la place Saint-Sulpice ou fontaine des orateurs sacrés dans le 6e et dont le bassin sera lui aussi en réfection cette année. La fontaine Molière fera l'objet d'une importante restauration pour retrouver son état de 1844, rénovation du système hydraulique, du dispositif d'éclairage et des installations électriques, mais aussi des sculptures et des motifs pour un chantier qui s'étalera de mars à juin. D'autres travaux commenceront en 2022, comme ceux de la fontaine de Stalingrad dans le 19e, se poursuivront comme à la fontaine de Varsovie dans le 16e, ou feront l'objet d'études et de chantiers tests comme la célèbre fontaine des Innocents, Paris-Centre, et ses sculptures de Jean Goujon. En bref, réouverture du centre Hébert. Après les travaux de rénovation, le centre Paris-Anime Hébert, dans le 18e, rouvre au public et accueille les jeunes pour diverses activités. Cours de yoga, danse indienne, pilates. Le centre organise aussi des ateliers destinés à la recherche d'emploi et apporte de l'aide dans les démarches administratives. Un festival pour la création. Le festival Créartup, dispositif d'accompagnement et de production de projets artistiques et culturels, a lieu les 7, 8 et 9 avril à Paris. Lancé par des étudiants qui souhaitent se professionnaliser dans ce domaine, le festival a pour objectif de présenter 13 projets pluridisciplinaires dans la musique, l'art visuel, la mode. Du cirque à la ferme Montsouris. Pour ses 20 ans, l'association Circus Next s'installe dans la ferme Montsouris, dans le 14e, qui ouvre ses portes au printemps. En 2019, un appel à projet avait été lancé pour réhabiliter le lieu et le rénover pour qu'il soit conforme aux normes d'accessibilité. La ferme est aujourd'hui devenue un lieu citoyen et culturel qui monte des projets liés au cirque contemporain.
Du champignon au millefeuille, les incontournables de la gastronomie parisienne. Qu'on soit bec sucré ou plutôt amateur de salé, Paris a toujours su réjouir les gourmands. Découvrez les histoires insolites qui se cachent derrière des mets 100% parisiens. De grandes stars de la pâtisserie sont nées à Paris. Paris peut se targuer d'une tradition pâtissière souvent méconnue. Si l'on pense tout de suite au Paris-Brest qui rend hommage à la course cycliste du même nom, il ne faut pas oublier que le millefeuille a été inventé en 1867 dans une pâtisserie du 7e, ou encore que la religieuse est née en 1856 dans le célèbre café Frachati, boulevard Montmartre, le financier dans le quartier de la Bourse de Paris vers 1890 et le moka rive gauche dans le courant du 19e siècle. Plus récemment, dans les années 50, un pâtissier parisien a l'idée de cuisiner un gâteau constitué de couches successives de crème au café, de ganache et de biscuits, surmonté d'un glaçage au chocolat. Inspiré, son épouse le baptise Opéra car il lui évoque la scène de l'Opéra Garnier, tout proche de la boutique. La rue Montorgueil abrite la plus vieille pâtisserie parisienne. Fondée en 1730 par le pâtissier du roi Louis XV, Nicolas Storer, cette institution située rue Montorgueil, Paris-Centre, revendique le statut de plus ancienne pâtisserie parisienne. Son créateur a aussi donné naissance au baba au rhum. En Alsace, Nicolas Storer travaille au service du roi Stanislas Ier de Pologne en exil. Lorsque le roi ramène une brioche sèche de voyage, le pâtissier pense à l'imbiber d'un vin liquoreux, ajoute de la crème pâtissière et des raisins. Le nom Baba ferait référence au héros des Mille et une nuits, Ali Baba, lecture du roi. D'autres affirment qu'il vient du polonais Baba, qui signifie mamie. En 1725, le roi Louis XV demande en mariage la fille de Stanislas, Marie Lesinska. Nicolas Storer la suit à Versailles. En 1730, le pâtissier ouvre sa boutique éponyme rue Montorgueil, qui vend aujourd'hui encore des babas au rhum. Les champignons de Paris n'ont pas dit leur dernier mot. À la fin du 19e siècle, plus de 300 producteurs cultivaient le champignon de Paris. Des millions de paniers étaient alors livrés aux halles, produits en banlieue, mais aussi à Paris jusqu'en 1895, où les travaux du métro mettent un terme à sa culture. Il fait sa réapparition ces dernières années intramuros, mais cette fois c'est en sous-sol, dans des lieux pour le moins insolites, à l'image du parking d'un bailleur social dans le 18e, reconverti en ferme urbaine. La caverne est un projet d'agriculture urbaine peu consommatrice d'énergie qui fait pousser des pleurotes, champignons, shiitake et des endives dans le noir, sans engrais, ni pesticides, ni OGM. Ces productions ont même une certification agriculture biologique. Les vignes parisiennes existent depuis l'époque gallo-romaine. La culture de la vigne autour de Paris date de l'époque gallo-romaine. Des textes anciens et des fouilles archéologiques indiquent que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la région située dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de la capitale était l'une des principales productrices de vin en Europe, avec près de 42 000 hectares. Les vignes ont été plantées pour alimenter les urbains. Une des aspirations majeures des riches citadins était de servir sur leur table des vins issus de leur propriété. Jusqu'au 19e siècle, le vin était considéré comme une boisson désaltérante, beaucoup plus léger qu'aujourd'hui. L'eau n'était pas consommable en l'état, alors que l'alcool du vin empêchait les micro-organismes de se développer, indique Sylviane Leplâtre, ingénieure agronome et œnologue pour la ville de Paris. Des fromages qui sentent bon le fait à Paris. Au 74 rue des Poissonniers, on fabrique du fromage. À la laiterie de Paris sont élaborés bûches et crottins de chèvre, lingots de brebis et autres Saint-Félicien à partir de lait cru. Pierre Coulon et son équipe sont quasiment les seuls à produire des fromages dans la capitale et à proposer des spécialités très locales, telles le Mira, un fromage affiné à la bière de la Goutte d'Or, fabriqué dans la rue du même nom. Parmi les rares fromagers faits à Paris, Sarah fabrique depuis 2015 sa mozzarella dans le 5e, la Dispensa di Ottanta, vendue également à la laiterie de Paris. Mais pourquoi si peu de fromages locaux ? Les anciennes laiteries parisiennes vendaient notamment du lait produit dans la Brie, explique Pierre Coulon. Elles ont toutes disparu avec l'arrivée des grandes surfaces. Proposer plus de services et de nature en ville. Entretien à la tête d'Urban Lab depuis juillet, Marion Appert explique comment cette structure de Paris & Co œuvre pour soutenir des solutions innovantes. Quelle est la vocation de l'Urban Lab ?
Rendre la ville plus attractive, plus durable. L'Urban Lab est à la fois un incubateur, un laboratoire d'expérimentation, un observatoire des tendances et un programme d'innovation sociale. Nous accompagnons aussi bien des startups que des PME, des associations ou des coopératives. Nous voulons une ville plus durable et qui s'adapte aux chocs climatiques ou sanitaires. Il s'agit de proposer plus de services et de nature en ville. La crise sanitaire a permis de s'interroger sur l'écologie ainsi que sur l'insertion et l'aide aux plus démunis. Si on devait citer des projets emblématiques d'Urban Lab, Alors parmi nos pépites, Noil, N-O-I-L, un système qui transforme vos scooters à moteur thermique en électrique, ou encore Unity Cube qui, comme Caracol, transforme des bâtiments vacants en hébergement d'urgence grâce à leur technologie d'adaptation modulaire. Au niveau de la consommation plus responsable, Usage propose de consigner des contenants pour la restauration à emporter. Envie, le labo vend des appareils électroménagers à moindre coût après les avoir réparés dans leur atelier d'insertion, alors que la fabrique à feuilles œuvre pour plus de nature en ville. concrètement, comment travaillez-vous? Nos locaux du 18e réunissent tous ceux qui veulent faire changer les choses. En novembre 2019, les incubateurs Rolling Lab, logistique et mobilité durable, immobilier de demain et économie circulaire, ont été rassemblés pour fonder l'Urban Lab. Cette entité se place sous l'égide de Paris & Co, l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole. Ensuite, nous testons sur le terrain de nouveaux concepts qui ne sont pas encore commercialisés. Une trentaine de propositions sont expérimentées par les habitants des quartiers Chapelle-Est dans le 18e et Paris-Rive-Gauche dans le 13e. Enfin, nous accompagnons des projets inspirants, notamment dans les quartiers prioritaires de l'Est parisien avec l'Arc de l'innovation. En septembre dernier, au cours du premier Urban Fest, les participants, habitants, associations et entreprises étaient invités à imaginer la ville dans laquelle ils veulent vivre. Nous avons montré le foisonnement de solutions dans tous les domaines: économie circulaire, mobilité, logistique, construction, innovation sociale. Pour en savoir plus, urbanlab.parisandco.paris. Rencontre avec Bernard Friot. Dans Histoire chuchotée, Bernard Friot brode 10 nouvelles décalées et illustrées pour les enfants autour d'objets conservés dans les fonds du musée Carnavalet. Au musée Carnavalet, chaque objet a une histoire à raconter. Dans votre livre, quelle est la part d'imaginaire ? Les récits sont inventés, mais ils ont un rapport avec la réalité. Les objets qui les ont inspirés ont été fabriqués, manipulés, ont croisé des êtres vivants. Les décrire, les dater, connaître leur origine, c'est réel. Inventer tout ce qui gravite autour, c'est une manière de s'approprier l'histoire avec un grand H, à travers l'imagination. L'histoire, ce n'est pas poussiéreux, il y a différentes portes d'entrée. La destinée des petites gens, c'est la vie réelle et c'est ce que ces objets du quotidien racontent. Pourquoi avoir choisi d'écrire pour les enfants ? J'aime les encourager à lire et à écrire, y compris ceux et celles qui ont des difficultés. Je sors de 3 jours d'animation dans des classes. C'est fascinant de voir à quel point l'imaginaire des enfants part dans toutes les directions. Ils inventent des histoires qu'on ne serait plus capable de dérouler comme adultes socialisés et ayant intégré des normes. Nous, on a les outils, eux, ils ont la matière. Votre histoire coup de cœur du livre ? Celle d'un objet que je ne connaissais pas, la barque en céramique gallo-romaine de 2000 ans en forme de canard. Je l'ai trouvée étrange et je me demandais pourquoi on avait bien pu la construire. J'ai inventé l'histoire d'un gamin mis à l'écart car boiteux qui rencontre un canard ne sachant pas nager. Il lui élabore une petite barque pour qu'il puisse traverser le fleuve. Plus tard, le petit garçon devient potier et fabrique cette embarcation en forme de canard pour raconter son histoire à ses enfants. La transmission, c'est universel. Histoire chuchotée au musée Carnavalet, un livre à retrouver aux éditions Paris Musée, 44 pages, 12,50 €. En kiosque, guide pour gourmands fauchés, Victor et Nora, 2 toqués de cuisine de rue, livrent avec malice leurs 130 restaurants, boulangeries ou petits lieux inconnus, plus pour longtemps, pour manger bon et pas cher. C'est saupoudré de dessins, de blagues, de QR codes et de bonne humeur communicative. Et ils ont même caché 50 € de nourriture à gagner. Le guide ultime de Paris, de Victor Apchi et Nora Barrault, aux éditions Hachette Tourisme, 184 pages pour 15,95 €. Romancer la commune, un roman haletant sur la commune de Paris, le Marais, lendemain de l'insurrection, perquisition traque. Albert Theiss, bronzier communard, échappe à la police et s'enfuit à Londres. Il est rejoint par José Meunier, blanchisseuse au 19 rue des Juifs. Amour, exil et nostalgie de Paris commencent. José Meunier, 19 rue des Juifs,
c'est le titre de ce livre écrit par Michel Audin, aux éditions Gallimard, 208 pages, 17 €. Tour du monde en métro, prendre le thé comme à Téhéran, danser comme à Buenos Aires, remplir son cabas chez une épicière ivoirienne, rêver du Caire en s'enivrant d'épices, déguster du vin géorgien ou rencontrer un poète grec. Le dépaysement est bien au coin de la rue avec ses 150 adresses parisiennes. 52 voyages autour du monde sans quitter Paris d'Antoine Besse, édition Parigramme, 128 pages pour 9,90 €. Raconte-moi Molière. Il y a 400 ans, naissait à Paris un certain Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Aujourd'hui, tous les enfants connaissent au moins une de ses pièces. Ce petit doc raconte aux 4-7 ans le fabuleux destin d'un des dramaturges les plus connus au monde, pédagogique et utile. Molière de Stéphanie Ledu, l'auteur, et Rodolphe Dupré pour les illustrations, aux éditions Milan, collection Mes Petits Docs, 32 pages à 7,90 €. Tribune, groupe Paris en commun, Rémi Ferraud, président du groupe. Paris, la passion de la lecture. Pour la mairie de Paris, la culture est un bien essentiel et l'accès pour tous à une culture de qualité une priorité. C'est la raison pour laquelle la ville investit massivement depuis 2001 dans la lecture publique. Les 58 bibliothèques municipales de prêt et médiathèques parisiennes comptent plus de 300 000 inscrits, effectuent plus de 13 millions de prêts par an, offrent des accès libres et gratuits au Wi-Fi haut débit et des ateliers multimédia tels que l'initiation à l'informatique. C'est aussi une programmation culturelle riche, variée et de qualité qui propose des rencontres, concerts, débats accessibles à tous les publics, des lieux de vie où il fait bon apprendre et qui font vivre le savoir au quotidien. Avec la crise du Covid, il a fallu innover pour que chacun continue d'y avoir accès au prêt. Les 58 bibliothèques sont restées accessibles grâce notamment au portage à domicile ou au cliquer et récupérer. Merci à l'ensemble des personnels de ces établissements qui, par leur professionnalisme et leur sens du service public, ont rendu cela possible. En 2022, l'offre de lecture va s'amplifier encore avec la réouverture des bibliothèques André Malraux dans le 6e arrondissement, François Villon dans le 10e, dont c'est le cas depuis quelques semaines, ainsi que la réouverture de la section adulte de la bibliothèque Couronne Naguib Mahfouz dans le 20e. Fort de son succès populaire l'an dernier, le dispositif bibliothèque hors les murs dans les jardins et parcs parisiens et sur Paris-Plage, quai de Seine et bassin de la Villette sera reconduit cet été. Depuis 2001, la ville de Paris a mis en œuvre une politique ambitieuse pour l'accès à la lecture publique. L'année 2022 s'inscrira dans le droit fil de cette volonté politique. Retrouvez le groupe Paris en commun sur Twitter et Facebook @groupe PEC. Groupe Changer Paris, les Parisiens au secours de leur bibliothèque. La ville de Paris a récemment annoncé la réouverture après travaux de la bibliothèque François Villon. Cette nouvelle cache une réalité peu reluisante. C'est l'engagement des Parisiens qui pallie l'incurie de la mairie. Les bibliothèques et médiathèques sont pourtant les équipements culturels de proximité par excellence, lieu d'accès à la culture pour tous et de mixité sociale. Leur rôle s'étend au-delà de l'emprunt des livres, apprentissage du français et du numérique, travail seul ou en groupe, atelier jeunesse. Il n'est pas acceptable que la plupart des chantiers en ce domaine soient réalisés sur les fonds du budget participatif. Dès 2017, plusieurs bibliothèques de quartiers populaires ont ainsi dû passer par ce biais pour faire financer des travaux aussi essentiels que l'amélioration de la signalétique et de l'accessibilité, l'acquisition de nouveaux équipements ou la rénovation des bâtiments. Les Parisiens ont appris la leçon et adressent régulièrement des projets liés aux bibliothèques. Est-il concevable, dans une capitale comme Paris, que les habitants se voient obligés de déposer eux-mêmes des projets pour moderniser les bibliothèques et conservatoires 2019 ou pour ravaler et mieux isoler le centre Valère qui regroupe plusieurs équipements publics dont une bibliothèque dans le 9e arrondissement 2022. Tout à sa folie des grands projets. La ville n'a plus les moyens d'assurer l'entretien de ces équipements. L'obsolescence de plusieurs bibliothèques constitue le symptôme de son désintérêt pour leur amélioration, alors qu'elle se félicite de la construction de la médiathèque Baldwin à grand renfort d'images de synthèse. Ce sont les Parisiens qui, sur le terrain, agissent et désespèrent de voir un jour plus de bibliothèques ouvertes le dimanche. Groupe écologiste de Paris avec Fatoumata Koné, favorisons l'accès à la culture de toutes et tous.
Depuis mars 2020, la culture a joué un rôle essentiel pour nous aider à faire face aux contraintes sanitaires et rendre nos existences plus joyeuses. Lire, écouter de la musique, regarder des films ou des séries, ces actes du quotidien sont accessibles gratuitement en poussant la porte d'une bibliothèque ou d'une médiathèque. À Paris, nous devons amplifier la politique menée depuis des décennies pour développer le réseau de bibliothèques et médiathèques afin de tisser un maillage territorial assurant une complémentarité entre les grandes médiathèques et les petites bibliothèques de quartier, sans que l'ouverture des unes mène à la disparition des autres. Nous devons aussi être à l'écoute des agents et agentes mobilisés ces derniers mois pour le maintien de bonnes conditions de travail et la préservation de leurs effectifs. La réalisation d'une politique culturelle ambitieuse ne pourra se faire sans eux. Au groupe écologiste, nous souhaitons permettre au plus grand nombre de Parisiennes et Parisiens, et en premier lieu aux habitantes et habitantes des quartiers populaires, d'accéder à une offre culturelle diverse, de qualité, gratuite et en libre accès. Notre ambition est celle d'une démocratisation réelle de la culture pour permettre à chacun et à chacune de s'épanouir, mais aussi de s'émanciper, de s'insérer dans la société et d'exercer pleinement sa citoyenneté. La future médiathèque James Baldwin, située près de la place des Fêtes, est un projet exemplaire de cette ambition. Au cœur d'un quartier populaire densément peuplé et associé à la Maison des Réfugiés, elle offrira des collections d'une grande richesse et variété aux riverains et riveraines. Pensée comme un tiers-lieu, elle favorisera le dialogue entre citoyennes et citoyens de différentes générations et horizons. Groupe communiste et citoyen, Nicolas Bonnet-Ouladj, président du groupe. Les bibliothèques, première porte d'entrée de la culture. La culture, c'est peut-être au moment où ça va le plus mal qu'on en a le plus besoin, disait Jacques Ralit, initiateur des États généraux de la culture. Alors que la crise du Covid est toujours active, alors que l'étiquette non essentielle a été scotchée sur les librairies, les salles de cinéma et de spectacle, les musées, alors que le lien avec les arts et en particulier la lecture s'est distordu ces 2 dernières années, il est urgent d'activer tous les leviers disponibles pour renforcer les liens à la culture. Les bibliothèques sont un de ces leviers qu'il nous faut développer plus encore. La lecture est le droit culturel le plus accessible à toutes et à tous, à la fois porte d'entrée vers d'autres horizons ou échappatoire et lieu d'émancipation. Les bibliothèques et les médiathèques sont pour beaucoup un refuge. Ces lieux sont indispensables car ils permettent au plus grand nombre d'avoir accès à la culture et aux arts. Le groupe communiste s'est toujours battu pour défendre la présence des personnels des bibliothèques qualifiés et formés qui puissent accompagner, orienter et conseiller les différents publics. La présence humaine de qualité est indispensable. Depuis les années 1950, les élus communistes sont engagés pour rendre accessibles à toutes et à tous les activités artistiques, culturelles et sportives. Ces actions, nous les poursuivons aujourd'hui aux côtés de la majorité municipale à Paris par la rénovation et la construction de lieux culturels de proximité tels que les bibliothèques, en particulier dans les quartiers populaires. C'est l'engagement que nous avons pris pour ce mandat en investissant dans la construction de 10 nouveaux lieux culturels sur l'ensemble du territoire parisien. Parisiennes, Parisiens, envahissez les bibliothèques et les médiathèques, faisons vivre la lecture. Groupe Génération avec Nathalie Macquois et les élus, lire à Paris grâce aux bibliothèques parisiennes. Entrer dans une des 57 bibliothèques ou une des 15 bibliothèques patrimoniales et spécialisées un matin pour lire le journal, un après-midi pour accéder à ses droits grâce aux ordinateurs en libre service, emprunter un film, venir un samedi après-midi écouter 1 heure du conte, lire une bande dessinée un dimanche pluvieux d'hiver, toutes les Parisiennes et tous les Parisiens ont un souvenir de ces lieux du commun, dont la présence essentielle nous a été rappelée pendant le premier confinement. Les bibliothèques et les médiathèques sont la première porte d'entrée du service public de la culture. Elles sont clés pour que la rencontre et le lien social soient au cœur de notre façon de faire la ville. Elles mettent en œuvre concrètement les droits culturels reconnus comme droits humains fondamentaux, accéder à la diversité des créations culturelles, accéder au patrimoine culturel, participer à la vie culturelle, s'éduquer et se former, accéder à l'information, coopérer par la culture. Elles sont donc indispensables au projet de territoire, accueillant de façon inconditionnelle les habitantes et les habitants, quel que soit leur âge, leurs conditions sociales, leurs attentes. Merci à l'ensemble des personnels qui en font des lieux aussi vivants. Retrouvez le groupe Génération sur Twitter, @élu-du8e-du8 Parisienne, mais également sur Facebook, élu.médian, e.médian s, génération.médian s, Paris.
Groupe indépendant et progressiste, Pierre-Yves Bournazel, Delphine Burkly et les élus du groupe voyagent au pays des livres. À Paris comme ailleurs, les 5 dernières années furent marquées par de nombreuses réflexions et mesures autour des bibliothèques et des médiathèques. Après le rapport de l'écrivain Éric Orsena et du haut fonctionnaire Noël Corbin en 2018, le Conseil de Paris s'intéresse également à ces équipements essentiels de proximité dans le cadre d'une mission sur l'éducation artistique et culturelle dont Catherine Ibled, conseillère de Paris du 15e arrondissement et membre de notre groupe, est la rapporteure. Les bibliothèques et les médiathèques constituent des équipements de proximité plébiscités. À Paris, en 2019, près de 5 millions de visiteurs y ont été accueillis. Ces équipements sont au centre de la vie parisienne compte tenu de leur diversité. Ils sont bien plus que des lieux du livre, ils sont des lieux du vivre, des lieux de vie sociale, d'échange et de transmission. De nombreuses animations, expositions ou projections y prennent place, favorisant la mixité, les rencontres et la lecture. Si la ville dispose d'un maillage territorial de bibliothèques et médiathèques important, des disparités demeurent, notamment dans l'ouest parisien. Pour le groupe indépendant et progressiste GIP, elles doivent être ouvertes sur une large amplitude horaire afin de permettre une égalité d'accès. Le renforcement de l'accessibilité pour tous, petits et grands, devrait être une priorité. Une autre priorité concerne le développement des ressources numériques à distance. Enfin, le déploiement d'initiatives en partenariat avec les associations, les écoles et les mairies d'arrondissement doit être vivement encouragé. Autant de pistes pour que les bibliothèques et médiathèques demeurent des lieux privilégiés de la vie éducative et culturelle parisienne, ici et demain. Groupe Modem démocrate et écologiste, Maud Gattel et les élus du groupe, des animaux en EHPAD pour renforcer le lien social. Entrer en établissement d'hébergement ou devoir se séparer de son animal domestique, c'est le dilemme auquel sont confrontées de trop nombreuses personnes âgées. La question du lien social est un enjeu majeur de notre société, notamment au regard du vieillissement de la population. Or, la présence d'animaux contribue à le renforcer en luttant contre l'isolement, source de conséquences physiques et psychiques comme des troubles cognitifs. L'accueil d'un animal en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut prendre des formes diverses. L'accueil d'un résident avec son animal, la présence d'un animal dont l'accès est rendu possible pour tous les résidents qui le souhaitent, ou encore les interventions dans l'établissement d'associations spécialisées en médiation animale. Si les bienfaits liés aux animaux dans les structures collectives sont désormais reconnus, une telle présence n'a rien d'anodin et doit être strictement préparée et encadrée. Grâce à l'adoption à l'unanimité du Conseil de Paris de la délibération à l'initiative du groupe Modem démocrate et écologiste, dès 2022, un EHPAD volontaire de la ville de Paris accueillera un animal. Cette expérimentation permettra d'élaborer un référentiel prenant en considération tous les aspects de la présence d'un animal et s'assurant qu'elle soit au bénéfice des résidents, sans faire supporter une charge supplémentaire au personnel soignant et en garantissant le bien-être animal. Ce référentiel sera diffusé à l'ensemble des établissements d'hébergement, associatifs comme privés, pour permettre dès 2023 l'accueil d'animaux en leur sein. Parallèlement, la ville s'engage à favoriser les interventions des associations spécialisées en médiation animale en établissement, une avancée pour nos aînés. À noter que ces tribunes n'engagent pas la rédaction de votre magazine à Paris. Les bons plans à Paris, bénéficiez des avantages proposés par votre magazine à Paris. Visite au parc zoologique de Paris. Le parc zoologique de Paris vous invite à rencontrer près de 3000 animaux et à vivre un moment de détente en famille ou entre amis. De la Patagonie à Madagascar, découvrez la girafe d'Afrique de l'Ouest, le jaguar, le babouin de Guinée et bien d'autres encore, sans oublier les derniers nés, car de nombreux petits y ont fait leurs premiers pas, bébé manchot, babouin ou chien des buissons. Pour gagner 2 des 10 entrées au parc zoologique de Paris, participez au tirage au sort en envoyant un mail à invite à Paris, tout attaché, @paris.fr avec vos coordonnées le mardi 5 avril. Les objets du musée Carnavalet prennent vie. Le musée Carnavalet, Histoire de Paris, a donné carte blanche à Bernard Friot pour écrire 10 textes autour de ses collections. 10 histoires illustrées par Anthony Huchette, dans lesquelles un canard en céramique gallo-romain veut savoir nager, ou des pigeons sortis d'une photo se rêvent en héros justiciers. Cet ouvrage confirme que dans un musée, chaque œuvre recèle tout un monde. Pour gagner l'un des 5 exemplaires du livre Histoire chuchotée au musée Carnavalet de Bernard Friot et Anthony Huchette, envoyez un mail avec vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr le mardi 12 avril.
Hommage à Notre-Dame et Victor Hugo. La crypte archéologique de l'île de la Cité, témoin de plus de 2000 ans d'histoire, propose l'exposition Notre-Dame de Paris de Victor Hugo à Eugène Viollet-le-Duc, un hommage retraçant l'histoire de la cathédrale au temps de Victor Hugo. Au cœur de la crypte, reproduction, dispositifs numériques, films et reconstitution 3D nous transportent dans un saisissant voyage dans le temps. Pour gagner 2 laissez-passer sur les 10 mises en jeu, envoyez un mail avec vos coordonnées le mardi 19 avril à inviteaparis, tout attaché, @paris.fr. Faites un tour au musée Dali Paris de Montmartre, rénové en 2018. Dali Paris, le musée dédié à l'œuvre du génie catalan, abrite la plus grande collection privée de Salvador Dali en France. Sculptures, gravures, objets, design et mobilier, plus de 300 œuvres originales vous proposent une envoûtante plongée dans le surréalisme. Pour visiter cet emblématique musée, envoyez un mail avec vos coordonnées à invitation@paris.fr le mardi 26 avril et vous recevrez peut-être 2 des 10 places en jeu.